Bienvenue dans Domino Podcast, le podcast dédié à l'exploration des technologies du Web3, de la blockchain et des crypto-monnaies. Si tu es curieux et que ces sujets t'intéressent et que tu souhaites en savoir plus, tu es au bon endroit. Je me présente, je suis Samuel Vico, professeur, entrepreneur et podcasteur. Dans Domino Podcast, nous allons explorer ensemble le potentiel de ces nouvelles technologies et discuter des applications, des défis et des opportunités qui en découlent avec des professionnels et des passionnés. Sans plus tarder, déclenchons l'effet domino. Sans plus tarder, je vais te demander de te présenter un peu pour que les gens puissent prendre un peu à te connaître, savoir un peu ce que tu fais et qu'est-ce qui te vaut l'occasion d'être invité sur le Domino Podcast. Déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. Rapidement, je m'appelle Maxime Binger, donc j'ai 22 ans. Je suis actuellement en Master 1, et j'entame bientôt ma dernière année d'études d'ingénieur à l'ESSILV en majeur FinTech et Blockchain, donc spécialisé dans le développement blockchain, infrastructure technique, aussi un petit peu de finance décentralisée. Et si tu veux que je revienne un petit peu sur mon parcours, moi j'ai fait au départ une classe préparatoire, donc PTSI, et mon objectif premier c'était de devenir pilote de ligne. Nickel, donc j'ai fait ma première année PTSI, tout s'est bien passé. On m'a proposé de passer en PT étoile et je me suis vite rendu compte qu'en fait l'ingénierie classique, mécanique, m'intéressait pas du tout. Donc, je suis parti faire mes concours pilote de ligne. Et à côté, je me suis dit, ouais, on sait jamais ce qui peut se passer. Je vais quand même me mettre à la fac dans un cursus en informatique au cas où. Ouais. Bon, j'y suis allé, ça s'est bien passé. Et ce qui s'est pas bien passé, malheureusement, c'est la crise du Covid. Ouais. Crise du Covid, j'ai dû annuler du coup mes plans de devenir pilote de ligne et j'ai continué 2 ans à l'université. Alors, pourquoi la crise du Covid annule les plans Covid ? Les cours n'étaient plus dispensés, c'était quoi ? Crise de l'aviation. En gros, les pilotes n'étaient plus embauchés, il n'y avait plus rien. J'avais des potes pilotes de ligne qui se retrouvaient livreurs de pizza ou à travailler au McDo avec un prêt. Ah, carrément, livreur de pizza ? Carrément, avec un prêt à 100 000 euros à rembourser derrière, quoi. Ah oui. Donc mes parents, tu vois, ils m'ont dit, ouais, fais peut-être un petit master ou une petite licence avant et puis après on verra, quoi. Ouais. Et du coup, j'ai continué à l'université. Sauf que l'université ne m'a pas plu parce qu'en fait, je ne trouvais pas les infrastructures, on va dire, pour que les étudiants puissent entreprendre. Donc je me suis dit, quitte à tuer encore 3 ans d'études en vue toujours de faire pilote, autant faire une école d'ingénieur. Puis j'ai regardé et je suis tombé sur les Sylves. Et les Sylves à la Défense, génial. De la finance, le cursus FinTech et surtout l'association Cryptosphère. Ok. Là j'ai fait, ah ouais, c'est génial, j'y vais pour ça. Ok. Donc j'ai intégré les Sylves en 2020, si je ne me plante pas. 2021. Ouais. Et j'ai tout de suite rejoint l'asso Cryptosphère. Et en fait, Cryptosphère, c'est la plus grosse association étudiante française, voire même européenne, qui compte plus de 800 membres et alumni. Et en fait, l'objectif, c'est d'immiscer tous les étudiants curieux et intéressés par le Web3, donc les technologies de la blockchain, de l'IA, au sein d'une même asso. Donc j'ai dit, wow, c'est génial. En fait, c'est vraiment un complément de formation que je peux avoir, en plus de ma majeure qui est très technique. Et comment ça se passe concrètement dans Cryptosphère, du coup ? Alors, dans Cryptosphère, en fait, il y a des antennes. Ouais. Et chaque étudiant est libre de rejoindre une antenne dans son école et de développer du coup l'activité blockchain, crypto au sein de son école et de participer après au niveau France. Moi, actuellement, je suis président de Cryptosphère France. Ok. Et en grosso modo, je chapeaute un petit peu l'activité donc, de toutes les antennes. Et si tu veux, comment ça se passe ? On est 22 antennes réparties partout en France, école de commerce, ingé, fac. Et l'idée, c'est c'est très horizontal en fait comme gouvernance. C'est que nous, on s'assure que tout se passe bien à l'échelle française. Et en fait, régulièrement, on se fait des points, voilà, tous entre les antennes. On discute du développement, des différentes activités, des partenaires avec qui on va faire des hackathons, des événements, des choses. Et voilà, c'est génial. Ok. Et du coup, Cryptosphère, après on va revenir surtout sur ta partie. Comment tu as fait pour devenir le fameux président de Cryptosphère ? Mais au-delà de ça, c'est Cryptosphère. Organisation, là tu m'as dit hackathon, organisation en cellule, un peu chaque membre. Qu'est-ce qu'ils apportent ? Qu'est-ce que Cryptosphère apporte pour quelqu'un qui, par exemple, qui est dans une école, qui veut peut-être créer une cellule de Cryptosphère dans son école, ou comment ça se passe et c'est quoi ? Quelle est la proposition de Cryptosphère ? En fait, au départ, si tu veux, Cryptosphère, c'était vraiment l'idée d'être une porte d'entrée dans le Web3 et j'ai envie de dire presque un complément de formation par rapport à la formation classique de l'étudiant. Donc ça, en fait, ça a été fait en 2017 par Thibault Langlois-Berthelot à Kedge, Marseille. Ok. Et une fois que ça a pris dans son antenne, donc dans son école, il y a d'autres écoles qui se sont dit mais c'est génial, moi aussi j'ai envie de monter un club asso.
sur la crypto, Thibaut leur a dit mais écoutez, pourquoi pas vous rallier en fait sous la bannière Cryptosphère. Et petit à petit, c'est comme ça qu'on a grossi. Et donc au départ, c'était vraiment faire des événements, des meet-ups, des formations, se former et se faire un réseau. Et maintenant, on est plus sur une dynamique d'entreprendre. C'est ce que je vois depuis 1 an. Et par exemple, Jules Foy, qui est à Cryptosphère, a lancé il y a, on va dire, à peu près une dizaine de mois, le Cryptosphère Accelerator. Il est parti du constat qu'en fait, Cryptosphère, les gens rentrent pour apprendre, pour se faire un réseau, et qu'à un moment donné, en participant à des conférences, en participant à des hackathons, on monte une équipe, on monte un projet. Et l'idée, c'est que là, ils ont fait de l'intrapreneuriat. Maintenant, comment faire de l'entrepreneuriat ? Comment les accompagner véritablement ? Et donc, il est parti de ce besoin, et il a monté le Cryptosphère Accelerator, qui a pour objectif, pas vraiment d'incuber, mais d'accélérer, on va dire, des projets de cryptosphère et d'ailleurs, en leur faisant bénéficier du réseau de cryptosphère et de notre expertise étudiante et du marché, et tout bonnement de les immiscer pleinement dans l'écosystème. Ok, top. Et aujourd'hui, Cryptosphère, 22 antennes, tu m'as dit. Combien d'étudiants ? Combien d'étudiants ? Écoute, au total, on est 800 avec les alumni, donc je dirais peut-être 500 étudiants, 300 alumni. Ok. Et pour rentrer dans Cryptosphère, faut être étudiant. Il faut être étudiant, exactement. Pourquoi ? C'est, on va dire, un petit peu notre ADN. Ok, très bien. C'est comme ça. Ok, très clair. Ok. Et comment toi, t'as gravi les échelons ? Comment toi, Maxime, t'es arrivé à être le numéro uno ? Alors, en fait, c'est marrant parce que quand j'étais à la fac, moi je voyais les associations à la fac et je me suis dit, être dans une asso, c'est une perte de temps. J'étais en objectif, il faut entreprendre, il faut faire du business. Et j'avais monté une petite micro-entreprise, machin, je faisais des sites web, super. Et en fait, en rentrant à l'ESILV, moi j'étais plutôt intéressé par la finance. Donc j'ai commencé dans un pôle un peu finance, trading. Et puis je me suis rapidement rendu compte que c'était un petit peu la loose, quoi, la finance. C'est pas avec ça vraiment en fait que tu allais gagner ta vie, du moins à mon échelle. Et je me suis dit, ce qui est plus beau en fait, c'est de contribuer à une communauté et de construire des choses. Donc suite à ça, je suis devenu président de l'antenne Cryptosphère de Vinci, donc qui regroupait 3 écoles au niveau du pôle Léonard de Vinci. Donc c'était vraiment de la structure administrative, de la proposition de formation. On a fait un pôle IA, un pôle finance, un pôle développement. Ça a vachement pris. Là, je me suis fait vraiment un réseau et j'avais cette sensation d'offrir et de proposer quelque chose à des étudiants. Je trouvais ça beau. Et je me suis dit, mais en fait, un engagement associatif, c'est génial parce que tout ce que tu donnes, en fait, en retour, tu vas avoir quelque chose de plus grand que tout simplement de l'argent. Et ça, en tant qu'étudiant, pour moi, c'est très important, surtout quand tu veux entreprendre. Et donc, à la suite de ça, Mathias Vallée, l'ancien président Cryptosphère France, m'a proposé, parce qu'à tout hasard, j'étais intéressé de devenir président de France. Là, j'ai dit oui, avec grand plaisir. Et donc voilà, maintenant je suis dans la boucle, tout se passe bien. Et top. Après, un parcours quand même, même si tu dis, voilà, tu nous as dit, j'aurais aimé être pilote de ligne. Et en second choix, tu fais quand même de super belles études. Et notamment, là, l'année prochaine, c'est double diplôme à UCLA. C'est ça, exact. Là, je pars à UCLA en septembre. Comment ça se passe quand tu pars à UCLA ? Tu continues avec Cryptosphère ? Ça se passera comment ? C'est ok. De l'autre côté... blockchain, décentralisation. Donc en soi... Use case parfait. Voilà. Et puis moi, l'objectif, c'est aussi de rencontrer un petit peu les communautés là-bas, les clubs asso qui sont présentes en Californie et même un peu partout ailleurs. Et puis moi, objectivement, actuellement dans Cryptosphère, je suis plus dans de l'administratif, de la supervision, je ne suis pas tant dans l'action. Donc moi, j'ai juste besoin d'être disponible pour l'ensemble de l'association quand ils ont besoin de moi. Et là, je sais que je répondrai présent. Je me suis engagé à ça jusqu'en février 2024 au minimum. Donc, bien entendu, ça se passera très bien. Ok, c'est top. Et du coup, Cryptosphère, c'est ce qui te fait rentrer dans la blockchain ou tu es rentré dans la blockchain et tu as cherché Cryptosphère ? Alors, moi, je suis rentré dans la blockchain, on va dire, enfin dans l'écosystème en 2017-2018 quand je passais mon bac. Et si tu veux, quand j'étais à l'université, j'ai touché à l'informatique, super, mais j'ai vite compris que je ne voulais pas être développeur. Je me suis surtout demandé qu'est-ce qui est sympa dans l'informatique, qui allie pourquoi pas finance et entrepreneuriat. Et là, de fil en aiguille, je me suis intéressé à la blockchain et justement, du coup, à les cibles, la fintech. C'est parfait, le parcours de rêve. Et le point décisif, franchement, qui m'a fait choisir les cibles par rapport à d'autres écoles qui pouvaient proposer ça, notamment sur la finance, c'est qu'il y avait Cryptosphère. Dans le sens où je me suis dit, aujourd'hui, une école ne t'apporte pas un réseau, ne t'apporte pas forcément les opportunités, c'est à toi de les créer. Donc, si tu as un réseau et des amis motivés pour après faire des événements, partir en hackathon, c'est parfait.
c'est un catalyseur. Ok. Donc c'est comme ça que je me suis dit, let's go, je rentre à l'ESIL, mais j'intègre CryptoSphere par la suite. Et surtout, je ne veux pas juste prendre de CryptoSphere, certainement pas, je veux contribuer à mon échelle. Totalement. Ok. Bah, maintenant qu'on a un peu eu un aperçu de qui tu es, et donc quelqu'un qui kiffe la limonade et les noix de cajou, Là, tu fais bien de me le dire. et donc on va passer à la partie 2, où là on va vraiment parler débat. À tout de suite. On est de retour, Maxime. Alors, là, cette partie 2, ça va être vraiment un petit moment sur lequel on va parler un peu de ton expérience en tant qu'étudiant. Vraiment partager ton expérience en tant qu'étudiant qui kiffe la blockchain et qui met les mains dans le Web3 parce que tu as aussi des projets dont j'avais entendu parler. Si tu voudras nous en parler, ce sera top. Et j'aimerais savoir, toi aujourd'hui, en tant qu'étudiant, comment est-ce que tu vois le Web3 de demain? Ouais, alors, concrètement, moi je le vois comme une véritable opportunité. Alors, ça fait un peu bateau, mais concrètement, faut se repositionner par exemple dans le contexte du web, dans les années 2000. Il y avait tout à faire. Et concrètement, avec le Web3, c'est qu'on change de paradigme et il y a tout à refaire en se basant sur ce qui a été fait dans le Web 2. Et donc, pour moi, en fait, ça laisse une véritable place à l'innovation et à l'entrepreneuriat. Et tout le monde, en fait, peut véritablement s'y mettre, quoi. Ok, mais tu penses que les gens... Alors, aujourd'hui, on est dans une ère où maintenant, c'est techniquement possible de rendre aux gens, par exemple, de manière digitale, la propriété de leurs données, de tout ça. Est-ce que tu penses que les gens sont prêts pour ça? Est-ce que tu penses que même les gens ont envie de ça? Est-ce que dans les années 2000, on était prêt à avoir Internet, vraiment? Ou même dans les années 90, tu vois? Ouais. Je pense que l'adoption viendra dans peut-être 10-15 ans. Mais notre génération devrait être prête. Après, je suis peut-être un peu biaisé. Moi, comme dit, je suis en école d'ingé, tout le monde touche à Internet, l'informatique, ça va, tu vois. Mais j'ose espérer que notre génération 2000, utilise vraiment à l'avenir 100% de technologie Web3. Même, à mon avis, même s'ils ne la comprennent pas, à un moment donné, il va y avoir un moment où tu l'utiliseras sans l'avoir. Ouais. C'est obligé. Ok. Ouais, totalement. Moi je suis d'accord. Dans tous les travaux que j'ai faits, moi, mon gros point, c'est de dire aux gens, ça sert strictement à rien d'essayer de bassiner tout le monde, que tout le monde puisse comprendre la blockchain. Je donne souvent l'exemple, j'en ai deux. J'ai un, c'est ma mère. Elle utilise WhatsApp mieux que moi, mais si je lui demande comment fonctionne WhatsApp, elle ne sait même pas que les messages sont cryptés, en tout cas devraient être cryptés, d'un point A à un point B, et toutes les parties techniques, elle n'y comprend rien. Mais parce qu'elle en a une utilité, elle sait totalement l'utiliser et elle n'a absolument pas besoin de le comprendre. Et c'est la même chose, comme Internet, les gens ils disent souvent, je demande... Bon, là, c'est un peu biaisé parce qu'on est que deux et on sait un peu. Mais quand tu demandes dans une salle où il y a 100 personnes, tu demandes, OK, qui sait réellement comment fonctionne Internet? Mais le fondement technique est super complexe. Personne ne sait. Et même ceux qui savent coder, c'est compliqué. Parce que moi, je pensais savoir. Et comme je pose souvent cette question, un jour, j'ai vraiment fait les recherches et je me suis dit, ah ouais, en fait, je ne savais pas tant que ça. Et lorsqu'on sait ça, au final, tout le monde utilise Internet. Tout le monde n'a pas besoin de savoir ce que c'est qu'Internet, mais Internet résout des problèmes. Et donc, je pense que c'est comme ça que le Web3 va changer le monde. Et aujourd'hui, j'ai ma petite phrase favorite qui est que la blockchain ne fait pas le café. Quelles sont les limites du Web3 aujourd'hui et pourquoi tu penses que, ok, le Web3 va peut-être changer le monde, mais comment est-ce que le Web3 va changer le monde? Internet fait pas le café non plus. Si tu veux, le Web3, c'est ni plus ni moins qu'une surcouche et une amélioration du protocole Internet et de ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est juste, après c'est ma vision, le fait de vouloir faire du Web3, c'est gagner en souveraineté. À tout niveau, en privacy, en partage de la donnée, en gain de valeur sur ta donnée, sur tout ce genre de choses. Alors c'est clair que ça ne fait pas le café, et c'est limite... j'ai envie de te dire, c'est peut-être un peu tôt aujourd'hui pour parler de limites, mais moi je pense qu'à l'heure actuelle, 2023, la seule limite pour le moment, c'est on va dire, l'innovation et peut-être le quantum. Donc, ordinateur quantique, mais on n'y est pas encore.
Mais pour moi, en fait, il y a tellement de surcouches à mettre, tellement d'améliorations, tellement de projets à construire Mhm, que tu peux vraiment en fait repartir d'une base d'internet qui est très solide mhm, en rajoutant des tools qui sont utiles à la communauté, mhm. pour la communauté et qui changeront la vie de tout le monde. Et c'est ça aussi, c'est que le Web3, on le voit peut-être un peu trop. Si tu veux, il y a ceux qui le voient vraiment d'un point de vue investissement, blockchain, crypto. Tu as ceux qui le voient vraiment d'un point de vue technique. Il ne Mhm. faut pas oublier l'aspect communautaire. Totalement. C'est que derrière, au départ, la blockchain, Bitcoin, Ethereum, c'est les cypherpunks. Mhm. C'est l'idée de se dire qu'aujourd'hui, super, on a Internet, on a tout ça. Mais concrètement, c'est les États derrière qui contrôlent ces outils-là. L'utilisateur final perd, et c'est très dystopique, perd en souveraineté Et au-delà des États, c'était l'idée même du Web 2 qui était d'ouvrir Internet, mais au Ouais. final, le partage des données a été pris en compte, pris en considération simplement et géré par les GAFAM Bien sûr. qui, au final, centralisent le tout. Et au final, il n'y a pas vraiment cette liberté qu'on a cherchée pendant longtemps. On ne l'a pas forcément parce que il y a ces grosses boîtes qui centralisent tout et qui font les choses dans leur intérêt. Bien sûr, après, pour moi, il n'y a pas d'adoption si tu n'as pas quelqu'un qui se place justement en tant que service Mhm. provider, comme le ferait Google, Facebook, Ouais, ce ouais. genre de choses. Et on va le voir dans le Web3. Mhm. Mais moi, je me place plus à l'heure actuelle de ceux, ou du moins de la communauté qui crée les outils vraiment pour ensuite construire des surcouches par-dessus, si tu veux. Mhm, mhm. C'est-à-dire que, par exemple, là, j'étais à Prague le week-end dernier, Mhm. et Vitalik, donc, qui était là, Ouais. j'ai eu la chance de le voir, Nice. très, Ok. très intéressant. Elle a dit un truc qui m'a marqué, c'est ne cherchez pas dans le Web3 à construire des empires, construisez des outils. Hmm. Et ça, c'est très fort. Et Vas-y, ça, développe. ça m'a marqué. Ça m'intéresse bien, ça. Bah, en fait, ce qu'il voulait dire, c'est que aujourd'hui, Internet, les softwares, tout, si c'est autant répandu aujourd'hui, Mhm. c'est par rapport au mouvement open source. Totalement. Et dans l'écosystème Web3, si on a envie de faire mieux, ou pareil, à la limite, il faut absolument qu'on continue dans cette dynamique. Donc il vaut mieux chercher en fait à, tout d'abord, construire des outils open source pour la communauté, Mhm. que les gens vont pouvoir utiliser, que ce soit individuellement pour gagner en souveraineté ou ce genre de choses, ou pour améliorer et créer d'autres protocoles open source. Mhm. Et j'ai perdu mon fil là. Quand tu parlais vraiment de du fait de créer des outils Ouais. et non pas des empires. Oui, et au final, tu vas gagner beaucoup plus, que ce soit en renommée, même on va dire en tant qu'argent, Mhm. tu vas gagner beaucoup plus au final en contribuant à une communauté, Ouais. plutôt qu'en essayant de créer ton empire à gauche, à droite, Mhm. mais qui à un moment donné va se faire bâche. Ouais, mais ça, c'est un nouveau paradigme que les gens doivent comprendre. Parce qu'on était dans un monde où construire des outils, je construis mon outil. Surtout là, on est dans la génération du SaaS. Tout le monde veut Ouais. construire un SaaS, du coup, tout le monde veut construire effectivement des outils. Mais je veux construire mon outil, mais Qui est monétisé. qui est monétisé. Comment se fait? Parce que les gens ils se disent, moi, l'une des boîtes que j'affectionne particulièrement, c'est Odoo. Mhm. Mais mis à part Odoo, les gens ils se demandent, mais si je fais de l'open source, comment je me rémunère? Mais en fait, il ne faut pas partir forcément dans l'objectif toujours de vouloir faire de l'argent. Hmm. C'est pas comme ça. À un moment donné, quand tu donnes, tu vas recevoir à un moment donné. Et ce sera toujours mieux qu'avoir essayé de grappiller quelques euros par-ci par-là. Ça, c'est clair et net. Après, l'open source a toujours existé. Mhm. Enfin, toujours, je veux dire, dans ces 20-30 dernières années. Ouais. Internet, la plupart des choses, tu regardes Google Chrome, Mozilla, ou même aujourd'hui iOS, Mhm. sans Linux, qui est open source, Ouais, on n'aurait pas nos OS actuels, tu vois. totalement. C'est juste qu'aujourd'hui, en fait, avec la blockchain et le Web3, les geeks sont devenus un peu stylés. Hmm. Et on entend beaucoup plus parler de ce genre de choses, des protocoles open source qui sont mis en avant, machin. Et après, comment faire de l'argent sur quelque chose d'open source? Moi, je vais te parler d'un projet, l'un de mes projets que je monte en annexe avec des copains. Ok, Nous, on bosse sur de la cryptographie. ok. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais concrètement, ce serait une alternative au Zero Knowledge Proof. Ok. Et donc, notre idée première, c'est de créer les librairies cryptographiques pour la communauté, Mhm. de créer un SDK pour les développeurs, pour qu'ils puissent après plug leur application dessus, construire Ok. par-dessus. Ok, Ça, on le donne. d'accord. Derrière, nous, on est financé par X fondations derrière, parce qu'il faut bien qu'on puisse se dégager du temps. Bien sûr. Et à la fin, le business model, c'est de dire, OK, moi je vous ai donné l'infrastructure, vous pouvez le refaire. Par contre,
la personne peut remodifier le code, ce genre de choses. Mhm. Moi, après, j'ai proposé pourquoi pas un système SaaS où je me charge de faire l'intégration, tout le suivi, de te configurer des API si tu veux, ou ce que voilà. Mhm. Et c'est là où tu vas monétiser ton produit. C'est dans un premier sens, tu vas le mettre en open source libre à tous, et dans le deuxième, bah, je me mets en tant qu'intermédiaire de confiance, ou plutôt intégrateur de confiance de la solution pour toi, parce que tu n'as pas forcément le temps de le plug à ta DApp ou ce genre de choses. Totalement. Donc voilà, moi c'est comme ça que je l'envisage. Bah, moi, je le vois beaucoup. Tu sais que ça, par exemple, c'est une stratégie qui est beaucoup utilisée, même dans la formation ou même dans la vente, par exemple, de templates. Ouais. Tu expliques à quelqu'un comment faire son template, par exemple, sur Notion. Il y a beaucoup de trucs comme ça. Voilà, un template Notion, c'est assez facile à faire. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et en vrai, c'est pas si facile que ça parce que le gars, il t'a donné un template qui, lui, en tout cas, il t'a montré ce que lui, il aurait fait rapidement. Et si tu veux le refaire, ça te prend effectivement du temps, c'est complexe. Et en fait, il t'a dit, bah, maintenant que tu sais le faire, mais en soi, si tu as de l'argent et que tu n'as pas le temps de le faire, Logique. voilà mon service. Tu as juste à acheter le template que j'ai fait à 9,99 €, à 10,80 €, 10 € et quelques, ainsi de suite. Et donc, c'est comme ça. Donc, je le vois énormément dans... C'est à peu près ça que tu t'expliques. Ouais. Enfin, ça c'est les climats en hackathon. Ça me défonce à chaque fois. Ouais, enfin pour moi c'est ça, mais avant toute chose, j'ai envie de dire, si demain j'arriverai pas à monétiser ça, mon objectif premier n'est pas forcément de le monétiser. C'est vraiment de me dire, à mon âge, Mhm. avoir pu contribuer à la communauté, avoir pu faire un truc cool, et même si j'arrive pas à le monétiser, et ben demain, si j'ai envie d'être embauché dans un grand groupe, bah, c'est une belle carte sur le CV. Tu vois. Bah oui, totalement. C'est, voilà, j'ai fait de la cryptographie, voilà, j'ai ça qui est open source, utilisé par X milliers de personnes. je pense une centaine de zinzins de la cryptographie, Ouais. ça s'arrêtera là. Ok, d'accord. Mais voilà, dans la communauté, c'est petit, les gens se connaissent, et les outils, c'est toujours les mêmes en fait. Mais totalement. Donc, moi, j'ai plus à gagner en faisant comme ça. Ok. C'est mon avis. Donc, c'est quand même une stratégie assez long-termiste, assez bienveillante, je trouve. Et je le retrouve beaucoup dans la blockchain. Ouais. C'est-à-dire que dans la blockchain, il y a quand même cet aspect où, en vrai, la plupart de ceux qui sont dedans, là, ils commencent à avoir un peu plus de monde parce que ça commence à devenir un peu le mainstream. Mais moi, quand j'ai commencé dedans, c'était vraiment des anarchistes, des utopistes, des gens qui allaient sauver le monde de X et Y manière, et des personnes bien avides qui voulaient juste faire énormément d'argent, mais qui comprenaient qu'ils pouvaient ils pouvaient mettre de l'argent, se faire énormément d'argent, mais en même temps avoir quelque chose qui a du sens. Du coup, allier les deux, ou en tout cas, avoir des comportements qui leur font gagner de l'argent, et si ça contribue à la beauté du monde après, tant mieux. C'est clair. Après, c'est un peu le débat que j'ai avec des potes qui eux, font leurs études en finance. Mhm. Moi, j'ai pas choisi de faire ingénierie financière, parce que je vais peut-être me faire taper dessus, mais je trouve que dans la finance, concrètement, tu ne crées rien. Ok, Fondamentalement, trader, c'est pas de la création de valeur. ok. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que en prenant un trade, même sur du forex ou je ne sais Mhm. quoi, tu vas construire quelque chose que quelqu'un va pouvoir utiliser ou qui va être utile à la société? Moi, je te parle de création de valeur, pas de valeur monétaire. On ce est genre de d'accord, choses. on est d'accord. Et là où je me dis dans la fintech et la blockchain de manière générale, Mhm. c'est que tu vas créer un outil. Donc là, tu crées de la valeur dans le sens où tu vas avoir un objet, un tool que quelqu'un va pouvoir réutiliser. Ouais, Ça, c'est chouette. Donc là, il y a vraiment création presque matérielle. ouais. Mais c'est un software. Et ensuite, tu peux faire de l'argent avec. Mhm. Donc là, tu as aussi une certaine forme de création de valeur. Et moi, je préfère ça. Me dire qu'avec mes mains et mon cerveau, j'arrive à te créer un outil révolutionnaire, entre guillemets, mais qui va plaire à des gens, qui va être réutilisable, et qu'en plus, je vais pouvoir potentiellement monétiser. Ça me plaît. Mhm. En fait, tu as tellement la place à la créativité. Mhm. C'est ça que je trouve fou. Moi aussi, c'est ce qui m'a attiré le plus dans la blockchain. C'est bon, déjà le fait que ça aille super vite et que moi, j'aime quand les choses vont vite. Et la capacité de créer, la capacité de te dire que tu peux rêver, mais avec un peu de côté pratique, un peu de stratégie, bah, tu te retrouves très vite en fait, à créer quelque chose et à ne pas avoir de limites. Donc, c'est juste incroyable. Et moi, c'est ce qui m'a attiré le plus dans le monde du Web3. C'est vraiment cette capacité à ouvrir le champ des possibles que je ne trouvais nulle part ailleurs. Actuellement, tu nous as parlé de ton projet. Tu en as un seul ou tu en avais, je crois que tu en avais deux, non? Ça, c'est un projet vraiment
tech, ingénierie qu'on a fait suite à des hackathons. On Ok. pourra revenir là-dessus justement. Ouais. Mais actuellement, j'ai cofondé donc, une entreprise qui s'appelle Orae. Ok. Et celle-là, si tu veux, qui est bien différenciée avec mes autres projets tech potentiellement, c'est que là, on se place sur un use case business. Ok. Orae, c'est un ensemble d'outils Web3 blockchain pour les maisons horlogères. Donc, du luxe. Ouais. Parce que je suis un passionné d'horlogerie. Ok. Et il y avait plein de problèmes à résoudre. Typiquement, la communication, la traçabilité, l'authentification des montres, tout ce genre de choses qui peuvent être justement solvées par l'ajout d'une surcouche Web3 blockchain. Après, il y a plein de solutions qui peuvent exister pour de l'authentification, de la sécurisation, ce genre de choses. Mais moi, avec ma vision Web3, notre outil qui sera bientôt présenté, c'est vraiment 100% Web3. C'est-à-dire que quand on parle de NFT, c'est des vrais NFT, c'est-à-dire qu'ils sont storés on-chain, il n'y a pas de metadata qui se balade sur des serveurs, machin, c'est un PDF ou quoi. Non, non, on utilise vraiment de bout en bout. Et ce serait quelle blockchain? Alors, concrètement, ça va dépendre après de notre clientèle, donc, qui sont les maisons horlogères. D'accord. Mais moi, dans un premier temps, je préférais Polygon, parce que j'adore l'écosystème Polygon. D'accord. Après, on pourrait réfléchir à du Optimism, voire à du Ethereum. Mais le problème, dans tous les cas, je vais rester sur de l'EVM, donc sur l'écosystème Ethereum. Mais au vu de notre business model et des use cases qui pourraient être faits avec les certificats d'authenticité, toutes ces choses-là, c'est pas scalable aujourd'hui si on est sur Ethereum. Au niveau des frais de transaction, c'est pas possible. Malgré la migration. Ah ouais, complètement. Et même aujourd'hui, notre solution, c'est pour les maisons horlogères. Ces gens-là, le Web3, comme dit, ils n'ont pas forcément envie de savoir comment ça fonctionne. Eux, ils veulent quelque chose de scalable et ils vont se dire pourquoi vous utilisez vous Orae plutôt que d'utiliser un SaaS classique qui va me faire de l'authentification, sécurisation, ce que tu veux. Donc il va falloir le brander, mais que derrière, moi j'aime pas brander des trucs un peu bullshit. Tu vois, pas m'étaler là-dessus. Totalement. Mais concrètement, derrière, il faut que ce soit du vrai Web3, il faut que ce soit de la vraie blockchain, il faut que ce soit carré. Et, on est vraiment custodial, c'est-à-dire les personnes détiennent, ok. Tout à fait. Que ce soit notre client premier qui va être les maisons horlogères, ou alors derrière, la personne qui va détenir ses certificats d'authenticité pour ses montres. Tout va être 100% Web3 et ça, j'y tiens. Alors bien sûr, quand on dit Web3, le Web3 intègre du Web2. Parce que tu as besoin d'avoir une infrastructure cloud pour faire tourner, je sais pas, moi, tes indexeurs, ce genre de choses pour calculer de la data. Bien sûr. Mais concrètement, le storage, lui, est 100% Web3 du début à la fin. Ok. Et du coup, actuellement, c'est quoi moi, juste pour rester un peu sur ça, il y a une marque que je connais, qui fait partie d'un réseau dans lequel je suis, qui s'appelle Alchemy, donc une marque de montres. Ouais. Qui font, ils ont aussi un certificat qui est sur la blockchain. J'ai pas regardé si c'était vraiment sur la blockchain. Je sais pas si c'est sur quelle blockchain en tout cas ils sont, mais je sais que ils ont cette particularité Web3. Ils ont pris le coche. Ça fait un petit moment. C'est une boîte qui s'appelle Alchemy. Elle est vraiment vraiment top. J'invite tout le monde à aller regarder. C'est des belles montres. Et donc, ouais. Donc, les premiers. Donc, c'est totalement use case ou même des gens avec qui tu peux travailler. Hein. Mais, carrément. Mais en plus de ça, effectivement, il y a une vraie demande. C'est en fait l'idée d'où est venu ça. C'est mes deux associés, Basile Caillé et Mathieu Chény. Ils s'étaient penchés un petit peu sur la question, des grands amateurs d'horlogerie aussi. Et c'était une interview du PDG de Rolex, je crois, qui disait que aujourd'hui, il n'y a pas de connaissance client. En fait, sur le marché du seconde main. Donc là, tiens, déjà. Alors que c'est l'un des plus gros marchés. Carrément. Je sais pas lequel est le plus grand. Est-ce que c'est le marché de la première ou de la seconde main en qui est le termes plus de grand transactions en termes de transactions et même en termes de chiffres. Alors, en termes de chiffres, je ne sais pas. En termes de valeur, par contre, en termes de transactions, je te garantis que c'est le seconde main. Oui. Typiquement, Rolex, tu vas acheter une Rolex. Demain, tu as 2 ans d'attente en boutique à Paris. Ok. Dubaï, quasiment toutes les montres, c'est marché gris. Et ça, c'est un vrai problème. Enfin, c'est un vrai problème dans le sens où ça crée de la rareté en fait quand tu veux aller chez un détaillant Rolex. Et là, c'est problématique parce que toi, tu as envie d'avoir une belle Rolex ou je ne sais quoi, vraiment sortie d'usine officielle. Ouais. Et tu vas devoir te retrouver sur le marché gris, aller chez un retailer qui va te mettre du 30% en plus alors que la montre, elle est neuve ou pas forcément. Le pire, c'est que la maison horlogère derrière n'a aucune connaissance de toi, étant donné que c'est du seconde main concrètement. Ouais. Donc, tu n'es pas dans le listing. Tu ne serais même pas potentiellement un client privilégié si
bah voilà, tu en as pas mal, bon bah super, on peut te mettre dans la mailing list, ce genre de choses. Mhm. Et surtout, toi, quelle garantie tu as que le certificat d'authenticité qu'on te livre avec, c'est le Mhm. vrai? Totalement. Donc il y a plein de choses à solver là-dedans. Mhm. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce projet-là, c'est que c'est vraiment orienté tech, blockchain, mais avec un fort aspect business, use case sur les maisons horlogères, Ok, tout simplement. très clair, très clair. Et aujourd'hui, mis à part ton projet, c'est quoi le projet crypto qui te fait kiffer actuellement? Oh, alors j'aime beaucoup Starknet. Ok. Starknet, très intéressant ce qu'ils font avec les Zero Knowledge. Et explique un peu ce que c'est Starknet, s'il te plaît. Starknet, c'est un layer 2, Mhm. donc sur Ethereum, Ok. et qui propose une solution de scaling, donc en mettant des Zero Knowledge. Et donc Mhm. les Zero Knowledge, ce sont les preuves à divulgation nulle. Et si tu veux, dans les layer 2 sur Ethereum, tu as les optimistic rollup et tu as les zk rollup. C'est deux modes de fonctionnement différents. Par exemple, Optimism est un optimistic rollup. Ok. Voilà, Starknet, zk rollup. Ok. Et eux, ils utilisent la technologie Snark ou Stark, j'ai un doute, c'est un des deux. Mhm. Et c'est des zinzins de la cryptographie. C'est incroyable ce qu'ils font. Ok. Et je pense que la vraie révolution au niveau blockchain intégrant les Zero Knowledge Proof viendra de chez Starknet. Ok. Ok, nice. Et c'est quoi le use case, par exemple? Parce que là, on comprend, toi et moi, mais maintenant, pour ceux qui veulent comprendre, du coup, Starknet, il répond à quoi comme problématique assez précise? Est-ce que ça répond à une problématique donc, dans le monde du Web3 ou est-ce que Ouais. ça répond à une problématique dans le monde commun? Non, pour moi, c'est un monde Web3. Ok, très bien. Si tu veux, la solution blockchain, alors je ne suis pas un expert du tout de Starknet, moi je suis beaucoup plus sur l'écosystème Ethereum, c'est une solution de scaling. Ouais. Donc dans le sens, ok, Ethereum trop congestionné, Mhm. qu'est-ce qu'on peut apporter pour le rendre plus scalable avec quelle tech derrière? Mhm. Et là, du coup, les Zero Knowledge, les Snark ou les Stark, comme dit, je ne sais plus lequel des deux. Mhm. Et il y a ça, mais au-delà, c'est en fait de commencer à mettre des Zero Knowledge dans l'écosystème blockchain. Mhm. Les Zero Knowledge, là, ce qui est fort et ce qui va parler du coup à un peu chacun d'entre nous, et où il y a un vrai use case dans le monde, j'ai envie de dire réel, Mhm. c'est que c'est des preuves à divulgation nulle. Et donc, ça veut dire que je peux te prouver l'authenticité de quelque chose, prouver cryptographiquement et mathématiquement, Mhm. sans avoir à te montrer ce qui m'a permis de générer cette preuve. Ok. Donc, je pourrais te dire, je possède une carte d'identité où il y a marqué que je suis majeur, Ouais. sans avoir à te montrer ma carte d'identité. Ok. Et ça, c'est très fort. Ouais. Et moi, le futur de la Ça fait blockchain, gagner du temps énormément. Et mais alors, on recreusera. Je vais recreuser un peu sur ça parce que après, au final, si je te dis que j'ai une carte d'identité, mais que je te la montre pas, Ouais. qu'est-ce qui prouve que j'ai réellement une carte d'identité? Ah, bah, alors, Parce que là, les gens sont perdus. Là, les gens se disent, Ouais. toi, tu as donné un exemple. Le but de la pièce d'identité, ça reste quand même de la vérifier et Alors. surtout de vérifier que si tu me dis j'ai une carte d'identité, je vais dire ok, tu as une carte d'identité, mais est-ce que c'est ta carte d'identité? et bah, ça, en fait, c'est un gros problème. Et justement, dans le premier projet dont je te parlais, qui est de faire une alternative justement à ces Mhm. Zero Knowledge, parce que le problème des Zero Knowledge, ou du moins d'une infrastructure blockchain qui supporte les Zero Knowledge, Mhm. c'est qu'au niveau du protocole, au niveau blockchain, tu puisses avoir, on va dire, la capacité de traiter ça. Mhm. Ethereum aujourd'hui ne peut pas. C'est pour ça que Starknet, eux, ont refait une nouvelle blockchain, Layer 2, capable de faire ça vraiment au cœur même du protocole, de calculer ses preuves. Ok. Et donc, le problème, quand tu fais une Zero Knowledge, c'est ta donnée d'entrée. C'est, d'accord, pour générer une preuve, tu as besoin en fait de faire entrer une donnée Mhm. qui va être traitée, qui va être générée, donc qui va avoir une preuve. Ensuite, tu as un verifier. Mhm. Et ce verifier, c'est-à-dire que moi je te donne ma preuve, tu vas passer par le verifier et le verifier va dire oui, oui, c'est bon, c'est valide. Ok. Et donc, il y a tout ce système de comment je m'assure de la donnée d'entrée. Et ça, aujourd'hui, si tu veux parler de système Web3, on peut se baser sur des oracles. Mhm. Tu vois. Par Mhm. exemple, je sais que Chainlink, Ouais. ils font ce genre de choses Totalement. où ils te traitent vraiment la donnée depuis un oracle, c'est sûr, et ensuite tu la fais rentrer dans ta preuve. Mhm. Et ça, c'est un vrai problème. Ouais, c'est un sujet. Ok. On va enchaîner sur une autre partie que j'aimais bien qu'on s'intéresse, c'est en tant qu'étudiant, tu entreprends. Ouais. Moi, j'ai été président d'un club d'entrepreneurs lorsque j'étais encore en école de commerce. Et mon point de vue, c'est le meilleur moment pour entreprendre, c'est quand on est étudiant.
Est-ce que tu es d'accord avec ça ou est-ce que tu es Ah si, carrément. totalement... Si, si. Pourquoi? Alors, comme je l'ai dit au début, moi, ma vision au départ, c'était fallait entreprendre, faire du business. Mhm. Mais en fait, avant de vouloir faire forcément du business, pour moi, il faut entreprendre au sein d'une communauté. C'est Mhm. important. Rien que pour l'expérience personnelle, développer tes soft skills, te faire un réseau, c'est très important. Mhm. Pourquoi c'est le meilleur moment? Parce que concrètement, les études, ça va. Ouais. Ça va. Franchement, après, je suis peut-être un peu mal placé, en termes de facilité ou quoi, mais si tu es passionné par quelque chose, et je souhaite à tout le monde de faire des Mhm. études par lesquelles ils sont passionnés, ça se fait tout seul. Ouais. Et en fait, tu as beaucoup de temps à côté. Mhm. La question, c'est qu'est-ce que tu vas faire de ce temps? Exactement. Moi, j'ai fait le choix de me mettre à fond sur l'aspect associatif au niveau de Cryptosphère et en parallèle de faire tout autant au niveau business. Mhm. Parce qu'en fait, les opportunités que tu vas faire après, typiquement, moi je sors très peu en bar parce que j'ai pas le temps. Mhm. Mais par contre, quand on est avec les potes en hackathon, ce genre de choses, on fait de très belles soirées qui Ouais. compensent. Ok. Et de l'autre côté, j'ai créé de la valeur, j'ai monté mon business, tu vois. Mhm. Donc pour moi, c'est le meilleur moment d'entreprendre parce que tu as le temps, parce que c'est aussi le moment où l'étudiant va se construire. Donc pour moi, il faut entreprendre de toutes les manières. Bah, moi, je suis très d'accord. Je rajouterais même quelques points. En général, hein, même si quand on est étudiant, on n'a pas l'impression que c'est le cas, mais en général, effectivement, on a du temps. Ouais. On a énormément de temps. On a aussi la possibilité d'avoir des professionnels. Et moi, je le dis souvent à mes étudiants, c'est que lorsqu'ils m'ont, euh, souvent ils payent leur école, mais même s'ils ont déjà payé l'école, ils ont accès en fait à des professionnels qui peuvent solliciter. C'est-à-dire, moi, un étudiant qui vient me voir, qui dit, monsieur, je suis en train de travailler sur tel projet, j'aimerais avoir votre avis. Bah, moi, j'aurais aucun souci à lui dire, ok, bah, dans mon emploi du temps, la semaine prochaine, j'ai 1 heure de libre, on se fait un Zoom et tu m'expliques tout de A à Z. Et il a en fait le travail que j'aurais pu facturer des centaines d'euros ou même des milliers d'euros à des clients. Au final, je le fais avec plaisir pour mes Carrément. étudiants. Donc, je trouve que c'est un moment où on a accès à de la ressource, on a accès à du temps, on a aussi accès à quelque chose où les répercussions ne sont pas énormes. Non. Normalement, si on est sur quelque chose qu'on bootstrap, qu'on commence dès le début et qu'on fait avec nos moyens, normalement, on n'a pas grand-chose à perdre. Au pire, tu as perdu du temps, mais dans le sens, tu es monté en compétence quelque Mhm. part. Donc, Et, tu perds jamais rien. totalement. Et au-delà de ça, ça se valorise sur le CV. Carrément. Enfin, souvent, il y a cette blague qui est souvent sur LinkedIn ou partout, qui est, ouais, moi je veux un étudiant qui est sorti d'études, mais avec 5 ans d'expérience. Bah, en soi, si tu as fait de l'entrepreneuriat Bah, ouais. pendant 5 années, même si tu n'as pas réussi, mais que tu dis que j'ai lancé mon projet il a fait tant, j'ai pu accomplir ça, j'ai échoué à tel niveau, voilà pourquoi j'ai échoué et voilà ce que je peux faire mieux. Mais forcément, là, on a quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a de l'envie. Et même, tu peux... moi, je sais qu'aujourd'hui, en tant que professeur et même Mm. parce que je continue d'apprendre, mais j'apprends beaucoup plus parce que je suis conscient de ce que ça peut m'apporter dans le business. Oui. Et donc, de ce fait, je suis beaucoup plus disposé à apprendre que quand j'étais étudiant et j'étais en mode, en vrai, à quoi ça va me servir d'apprendre ça? Ouais. Je me rappelle, le truc qui me fait rire, c'est qu'avant, j'étais conseiller en gestion de patrimoine. Mais lorsque j'étais en école, j'imaginais absolument pas que j'allais être dans la gestion de patrimoine. Et on avait des cours de fiscalité. Mais j'étais en mode, mais ça ne m'intéresse absolument pas. Comment remplir une fiche d'impôt et autres. Génial. Je me suis retrouvé quelques années à en remplir une dizaine de fiches d'impôt à cette période-là qui vient de finir pour mes clients. Donc forcément, je me rends compte que bah, si je savais, à ce moment-là, Tu vas peut-être plus j'aurais taffer, peut-être quoi. plus écouté Ouais. et j'aurais peut-être fait un peu mieux les choses. Mais au final, il n'y a que comme ça qu'on apprend. Ah, Mais, c'est clair, faut être motivé. En fait, même pour apprendre, il faut juste que tu vois quelle est l'utilité derrière et ce que tu vas en faire. Quoi. Mm. C'est Mais tout. après, la question que moi, qui viennent souvent, c'est ok, je veux bien entreprendre, mais j'ai pas d'idée. Ah, Comment les gens ils font? Parce que tu dois être comme moi, des idées, on tape dans un arbre, il y en a 10 qui tombent. ouais. Mais maintenant, la question est quand j'ai pas d'idée, ou quand mon idée elle est pas révolutionnaire, ou quand je sais pas comment faire, ou j'ai pas la compétence technique, comment je fais? Ouais, déjà, t'as pas besoin que ton idéal soit révolutionnaire. Ok, Tu peux juste trouver des besoins je suis grave d'accord.
et ensuite tu essayes de les résoudre. Mhm. Et que ça peut être à la fois des besoins, on va dire, en termes business. Mhm. Voilà, j'ai ce problème-là, faut le solver. Ou alors un besoin technique. Mhm. Et là, par exemple, je dis la cryptographie parce que je suis là-dedans en ce moment, tu vois que tu as ce problème qui n'a pas été résolu. Tiens, est-ce que je peux essayer de faire quelque chose justement pour le résoudre? Mhm. Et ensuite, par-dessus ça, tu vas avoir des besoins business qui vont se mettre. Mhm. Pour moi, c'est d'abord la technique, ensuite le business. Mais tu trouves des idées. Et après, c'est pas obligatoire de devoir trouver une idée ou un besoin, parce que tu peux aussi t'associer à des gens qui ont besoin de tes compétences. Et après, j'aimerais juste revenir sur ce que tu avais dit sur oui, le fait que les étudiants ont du temps pour entreprendre. Mhm. Moi, je pense aussi aux étudiants qui, malheureusement, ont besoin de beaucoup bosser à côté Ouais, pour financer leurs études. ouais. Et ça, c'est clair. Au bout d'un moment, c'est trop compliqué de vouloir tout faire. Je suis d'accord, hein. Et, Mais moi, j'étais dans cette Ouais. dans cette situation. Moi, je me rappelle lorsque j'étais en première année d'école de commerce, Mhm. j'ai fait post-bac directement, j'ai enchaîné. Et du coup, première année, j'avais la chance, c'était la première fois en plus qu'ils faisaient ça dans l'école de commerce, c'était un emploi du temps aménagé. Du coup, C'est j'avais cool, ça. cours que le matin, mais c'était intense, c'était 7h30 ou 8h, non, c'était 8h, 12h30. Donc, c'était des bons gros paquets, mais on faisait ça que le matin et l'après-midi, on avait libre pour pouvoir aller travailler. Du coup, moi, j'avais mon travail à côté, je faisais des choses, mais ça, c'était la première année. La deuxième année, ce qui était super intéressant, c'était que j'ai fait l'alternance. Ouais, Et en c'est bien ça. alternance, j'ai eu beaucoup plus de temps. Parce qu'au final, je faisais entre guillemets, un 35 heures, même si je travaillais un peu plus, mais je faisais qu'un 35 heures, quelles que soient les semaines. Alors que là, j'avais un peu plus de 20 heures de cours, 20 et quelques, entre 20 et 25 heures de cours par semaine, plus mes 25 heures de taf Mhm. que je faisais par semaine. Et à l'époque, je jouais aussi au basket, donc j'avais 15 heures de basket en plus. Belle semaine. Donc j'avais des semaines extrêmement chargées. Et quand j'ai fait de l'alternance, au final, ça m'a permis déjà de payer mon école, d'avoir des revenus, Monter en compétences. monter en compétences et surtout, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à gérer le club des entrepreneurs, à faire des choses. Monté, j'avais aussi monté une boîte à l'époque avec quelqu'un, c'était un truc dans l'univers de la musique qui s'appelait Sound Rent et tout. Donc, effectivement, pour avoir été de ce côté-là, tous les cas sont pas pareils, mais il y a des solutions et je pense qu'on peut les trouver. Mais après, c'est vrai que Il y a des solutions, mais il faut surtout pas se dire c'est une fatalité, tu vois. totalement, voilà. À l'époque, quand je suis sorti de prépa, Mhm. moi je me suis dit, ok, je vais à la fac. Bon, je vais me toucher un petit peu, quoi. Tu Mhm. vois, par rapport à la prépa, la fac, c'est tranquille. Mhm. Je vais bosser au Burger King pendant 6 mois. Mhm. À côté de ça, je donnais encore des cours de maths que je donnais encore jusqu'à début d'année. Ok. Et à côté de ça, j'ai toujours tout fait, tu vois. Mhm. Mais par contre, du temps libre, j'en avais quasiment pas. C'est ça. Quand j'étais gamin, je jouais à fond aux jeux vidéo. Ben, là, j'y joue quasiment plus. Mhm. En fait, mes temps pour moi, c'est des temps où je bosse sur des projets perso. Mhm. Parce qu'en fait, pour moi, monter une boîte, monter un projet, c'est comme un peu jouer à un jeu vidéo, tu vois. Ouais. Après, c'est mon délire. Ouais, ouais. Donc, c'est chiant parce que j'ai très peu de temps vraiment en mode déconnecté, aller au spa, j'en sais rien, ça, j'en ai pas, tu vois. Mhm. Mais moi, mon moment de kiff, c'est peut-être un peu triste, hein, mais c'est en fait monter des projets. Ouais, mais c'est la même chose. Donc Je te comprends totalement. Ça dépend vraiment de tout le monde. Et je comprends qu'un étudiant qui soit pas là-dedans, Ouais. ils se disent non, je peux pas faire trop, tu vois, Ouais, il faut mon moment où je fous rien, mon week-end. Ah, mais en fait, si tu veux vraiment monter un projet, le week-end, c'est là où tu as le temps. Ouais. Tu vois, là actuellement, je suis en stage, je bosse chez Airbus. Ouais. J'aurais pu ne pas y aller parce qu'avec mes autres business, ça roule très bien. Mhm. En fait, je me suis dit, bah, j'ai envie de voir comment ça se passe dans un grand groupe, j'ai envie de faire des trucs. Mes journées, c'est du lundi au vendredi, je fais du 8h, 17h, le temps que je rentre, c'est 18-19h. Mhm. Ensuite, j'enchaîne, allez, 1h30 de taf tous les soirs sur Cryptosphère. Ensuite, je regarde ce qu'ont fait mes stagiaires pendant la journée. Oh, ça me prend bien aussi 1h30. Mhm. Après, j'ai 2-3 calls de reparti par là, je termine ma journée à minuit. Ouais. Mais en fait, c'est Mais c'est un crevant. kiff. C'est crevant, mais en fait, c'est un kiff. Ouais. C'est- Mais du coup, je pense qu'il serait intéressant. On va partir sur la dernière partie et on va parler un peu des hackathons. À tout de suite. Donc, du coup, nous revoilà. On va parler hackathon. Parce que là, on a parlé un peu en tant qu'étudiant. Je pense que un des super moyens, et ce que vous faites très bien, il me semble que chez Cryptosphère, c'est vraiment l'un des points que vous faites le mieux, si je ne me trompe pas. Alors ouais, on en organise quelques-uns Ok. chez Cryptosphère, mais concrètement, on en participe.
on participe à beaucoup d'hackathons surtout. Ok. Et ça, partout dans le monde, tu vois. Alors, redis-nous un peu, qu'est-ce que c'est qu'un hackathon et c'est quoi l'intérêt d'un hackathon? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un hackathon? J'ai envie de te dire, alors, moi j'aime bien le présenter comme ça me fait marrer. Tu prends, je sais pas moi, 3000, 4000 geeks, tu les fous dans un super endroit, ça peut être le Louvre ou je sais pas quoi, et tu les fais bosser pendant 72 heures sur des thématiques Ok. en lien avec l'industrie crypto, blockchain. Mais que des geeks? Alors justement, geek, au départ c'est ça le hackathon, c'est Ok. vraiment les mecs machin. Aujourd'hui, t'as de tout. Ouais. T'as de tout et surtout c'est stylé. Dans le sens où c'est des super endroits. Aujourd'hui, tu as des geeks, mais tu as des business, tu as des designers, tu as de tout. Et là, ça fait de très belles équipes qui vont hacker. Et donc, par hacker, en fait, c'est innover. C'est pas vraiment du hacking, on en parler. Qui vont innover, du coup, pendant 3 jours, en lien avec les partenaires. Et à côté de ça, tu as des conférences, des thématiques. Là, par exemple, à Prague, c'était très axé sur la privacy, sur le futur d'Ethereum. Et à côté de ça, on pouvait bosser sur de la account abstraction, sur ce genre de choses, avec des partenaires comme Scroll, Optimism, je ne sais même plus, il y en avait tellement. Et c'est un très bon moyen en fait pour les étudiants de rencontrer des acteurs de l'écosystème d'un point de vue industrie, de rencontrer aussi des mentors, des conférenciers, et de mettre les mains dans le cambouis pour développer des petits projets, quoi. Et à la fin, gagner des prix, peut-être aussi avoir des subventions, qu'on appelle des grants, et poursuivre ton projet. Et du coup, actuellement, par exemple, là, à Prague, c'était quoi les subventions qui étaient proposées ou même le prix Alors, les prix, je crois que tu avais 4 main tracks. Donc, ça, c'était ETH Prague qui les proposait. C'était Futur d'Ethereum. Après, c'était aussi très axé Solarpunk. En gros, Solarpunk, c'est vraiment l'écologie avec l'ambiance un peu cypherpunk. Tu avais ce genre de choses. Tu avais pour les communautés aussi. Et après, tu as des tracks spécifiques à chaque partenaire. Typiquement, tu as Optimism qui va dire moi j'ai 5000 euros en bounty, donc, c'est comme ça qu'on appelle, à venir chercher si vous développez sur notre écosystème. Chainlink va te dire nous c'est pareil, il faut utiliser nos oracles et vous prenez 1000 balles. Et donc tu crées un petit peu ton application comme ça, ton projet, et après tu le pitches et tu le vends concrètement. Il faut que ce soit open source. C'est toujours demandé à ce que ce soit open source dans le hackathon. Et après, si tu peux remporter des prix, donc ça c'est directement pour toi, et si ton projet a vraiment plu, eh bien on peut venir te chercher, ou toi tu peux faire une demande pour avoir une subvention lors de 50, 100, 200 cas pour le poursuivre. Et ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin que de geeks en fait pour développer un projet. C'est que si tu mets trois gros geekos qui vont développer ton truc mais qui ne savent pas le vendre, ça sert strictement à rien. Totalement. Tu as vraiment besoin de 1 ou 2 business qui vont le pitcher, qui vont faire ton white paper, qui vont faire ta présentation, tout. Parler en anglais aussi. Et nous, à AKS, ce qu'on fait, c'est qu'on part généralement une team de 5. Voilà, on part à 3 ingés et 2 business. Et du coup, vous les construisez vous-même en amont ou ça se passe comment? En fait, on connaît les dates du coup des hackathons. On se le partage dans notre réseau interne. On dit qui est chaud pour y aller. Et puis à la suite de ça, moi je vais y aller et tout. On se fait des petites équipes. Et puis quand on voit que c'est bien, et on part. Alors après, on peut même chercher des subventions. Souvent dans les hackathons, il y a des subventions pour partir en hackathon. Tu as des hacker house. Là, tu es logé et tout, c'est génial. Tu as plein de trucs, tu as des scholarships. Et comment les gens ils peuvent savoir ça? Du coup, c'est se rapprocher de Cryptosphère. Alors, en tant qu'étudiant, rejoindre Cryptosphère, on va dire déjà sur LinkedIn où on partage tout ça. Top. Après, pour avoir accès à toutes les infos en interne et s'organiser, ça, il faut rejoindre Cryptosphère véritablement. Et pour rejoindre Cryptosphère, il y a 2 moyens. C'est ou alors d'avoir une antenne dans son école, son université, et donc adhérer à son antenne et de fait adhérer en fait à tout le mouvement. Bien sûr. Ou sinon, et ça c'est le prix à payer, c'est de monter son antenne et donc de faire de l'entrepreneuriat. Donc si on n'a pas encore, tout à l'heure on a parlé d'entrepreneuriat, s'il n'y a pas encore d'antenne, on peut venir faire la franchise Cryptosphère en gros, dans son école. C'est ça, c'est l'idée. Et c'est nous montrer en fait qu'il y a vraiment un besoin, une motivation, que c'est une équipe de 5 personnes vraiment motivées et qui ont envie de contribuer au sein de leur école au développement de l'écosystème blockchain, mais aussi construire le futur de l'écosystème Cryptosphère et blockchain au niveau français et peut-être mondial. Et comment je fais pour quelqu'un dans une école, il n'y a pas encore Cryptosphère,
Ça l'engage en quoi? Et comment est-ce que je crée une antenne Cryptosphère? Alors, faut m'appeler. Ok, Non, concrètement, il peut aller sur le site cryptosphère.org. ouais, Il peut envoyer un message à contact.cryptosphère@gmail.com. ouais, Donc ça, c'est la boîte mail. Moi, je tombe sur les mails, je les mhm, étudie. Après, on fait un premier appel. mhm, Voilà, j'étudie un petit peu la personne, le groupe. mhm, Ensuite, moi, je vais demander un dossier de motivation. mhm. Donc ça, c'est pour m'assurer du sérieux et que tout simplement, le mec arrive à faire un PDF, quoi. Ouais, ouais, Rien de bien compliqué. À la suite de ça, moi, je vais réunir plusieurs personnes de Cryptosphère. mhm, Voilà, un petit board pour un petit peu les challenger. ok, Avec eux, leur board en face. Donc, le président, le trésorier, le mm. secrétaire général, bref. Tous Donc ceux tu qui dois le les veulent. trouver quand même avant. Ah, il faut être une équipe parce c'est une association qui monte en fait. Ok. L'antenne, c'est une asso. D'accord, c'est une asso, donc loi 1901, Exactement. montée à part, Oui. qui rejoint un réseau. Qui rejoint le réseau Cryptosphère et qui signe D'accord, une licence de marque ok, Cryptosphère. d'accord, Et c'est comme ça. ok. Donc en fait, il faut avoir le minimum légal pour monter une asso 1901. Donc président, Ouais, c'est ça, trésorier, secrétaire général. c'est ça. Après, nous, on va étudier combien de temps la personne est là. Est-ce qu'elle est là 1 an, 6 mois? Est-ce que tu vas partir? Est-ce que pour monter une belle antenne, il faut Mm. minimum 1 an, le temps que ça prenne. Ouais. Et si tu as tout le groupe qui part au bout de 6 mois, Et un an, c'est assez, tu penses? minimum. Minimum, hein. Minimum, tu vois. Ouais. C'est déjà sur la promo actuelle, il faut arriver, il faut chercher tes partenaires, il faut organiser des événements, il faut Mm. après fédérer les membres pour Mhm, qu'il y ait la relève qui arrive en septembre prochain. mhm, Non, c'est un délire, hein. mhm. Donc, non, faut me contacter. Ok, On voit ça à la cool. Mais concrètement, la barrière d'entrée, elle est. elle est faible, ok. Ok, Ouais. top, top. Ou sur LinkedIn directement. Ok, Ça va très bien. ouais. Du coup, Cryptosphère, donc là, je suis étudiant, je veux pouvoir rentrer dans le monde du Web3, Ouais. je veux pouvoir potentiellement entreprendre, Oui. même si j'ai pas beaucoup de temps et que je peux juste dédier peut-être un week-end par mois, C'est déjà bien. je peux aller faire des hackathons. Carrément. Et après, il faut quand même plus s'investir si tu veux avoir accès à certaines choses. Hmm, Mais on va dire que CryptoSphere va déjà te donner l'envie d'entreprendre. ok, Et après, c'est à l'étudiant de se bouger, quoi. ok. Et là, sur quelque chose où on parle beaucoup sur l'avenir, hein, étudiant, en général, quand on regarde étudiant, c'est l'avenir, c'est le futur. On a parlé de pas mal de choses, mais là, si on regarde un peu l'actualité, on est sur des messages qui sont très contradictoires. En Europe, on arrive à créer un cadre juridique. Ouais. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus compliqué. Les États-Unis attaquent même. Là, on est à une phase où les États-Unis ont attaqué Binance et Coinbase et n'arrivent pas à donner d'informations claires par rapport à ça. Est-ce que tu penses réellement que le marché des cryptos va pouvoir reprendre? Ou est-ce que tu penses même que même la blockchain a réellement cet avenir et ne va pas être attaquée du jour au lendemain parce que la situation, elle est... Bon, j'ai envie de te dire, il faut différencier le marché des crypto-monnaies, des crypto-actifs Mhm. et l'écosystème crypto de manière générale. Ok. Bon, si demain on dit on ferme le marché crypto, Mhm. bon, très bien, il n'y aura plus, Binance, il n'y aura plus toutes les centralized exchanges pour trader. Mhm. La DeFi, elle tombera pas. La blockchain, ils l'arrêteront pas. Mhm. Les communautés qui sont derrière, ça va être compliqué de les arrêter, mais bon, il y a eu des histoires un peu sombres, que ce soit les mecs de chez Tornado Cash, qui, je crois, qui ont été emprisonnés. Ok. Pas tous, mais je sais qu'il y en a un, ouais, il est pas bien. Ok. Lui, parce que il a créé Tornado Cash, mais c'était de l'open source. Mhm. Et en gros, on lui a dit, ouais, mais attends, t'as développé un tool open source, on va te foutre en tôle. Donc ça, c'est ce qu'ils peuvent faire. Ouais. Mais en fait, jamais un État ne pourra arrêter une technologie. Mhm. Pour moi, on arrive à un moment donné où presque en fait les États vont devoir s'adapter à la technologie. Mm. Si tu veux, ça va tellement vite aujourd'hui que tu peux pas. Donc moi, je vois ça comme des magouilles, concrètement, que ce soit FTX. Je suis désolé. T'as vu le diagramme du schéma d'architecture de leur boîte de holding qui appelle une autre holding au Panama? C'est Ouais, bon, non, quoi. c'est... Mais c'est que des Ouais, en fait, c'était tellement... Le truc, c'est qu'après coup, on peut se dire, mais c'était tellement gros, c'est que ça. mais plus c'est gros, plus ça passe en Et soi. moi, c'est ça qui m'emmerde dans la finance traditionnelle. C'est que des magouilles. Ouais. Et aujourd'hui, pourquoi FTX s'est pété la gueule? Pourquoi il y a tout ça? Mais tout simplement, derrière, c'est pas un problème, c'est pas un risque systémique au niveau crypto, au niveau de la tech ou quoi. Ce sont des magouilles classiques de la finance. Mhm.
c'est juste des jeux de pouvoir. Ouais, mais quelqu'un qui est pas dans la blockchain, il se dit, ok, c'est pas possible normalement dans la blockchain, mais pourquoi ça arrive dans la blockchain? Parce que c'est un écosystème qui drague quand même pas mal d'argent, ça c'est clair. Et parce que concrètement, il y a des gros coûts à faire. Et donc ça attire, je pense, pas mal de personnes un peu véreuses. Et on l'a vu, que ce soit avec le Terra Luna, que ce soit avec FTX. C'est ce qui s'est passé, quoi. Totalement. Et c'est clair que ça met un coup à l'écosystème. Et c'est pour ça que moi, j'invite plutôt aux gens à s'intéresser à des fondamentaux. Donc, c'est-à-dire la tech, à du Bitcoin, à de l'Ethereum, à du Polygon, ce genre de choses. Ou même Algorand, très bien Algorand. À s'intéresser à tout ça. Et ensuite se dire, ok, je vais mettre des billes, machin. Mais ça, concrètement, même en tant qu'étudiant, ok, c'est du casino. On se dit, c'est du casino. Construis plutôt des choses. Alors, là tu es en train de dire à tout le monde que la blockchain, c'est du casino? Non, l'investissement. Non, encore une fois, c'est le marché des cryptos. Ouais. C'est différent de la blockchain. C'est pas On pareil. est d'accord. Non, moi, je veux dire, quand tu investis parce que le truc, vas-y... Pipcoin, voilà, le truc le Dogecoin. Le truc a l'air fun, vas-y, je mets 100 balles. Bon, c'est du là, casino. c'est du casino, ouais. C'est du casino. Si tu investis dans une boîte parce qu'elle te plaît, parce que tu connais les cofondateurs, je ne sais quoi, ça t'intéresse, c'est réfléchi. Totalement. Acheter du Bitcoin, c'est pas du casino. Mais sur un coup de tête, te lever un matin, voir qu'il y a un plus 5%, mettre 100 balles, c'est du casino. C'est ça la différence. C'est comment tu approches l'investissement. Et après, moi, comme dit, je me suis détaché de ça. Je ne regarde plus mon portefeuille. Pour moi, c'est la tech, l'écosystème avant tout. Et ensuite, dans tous les cas, on fera de l'argent dans cet écosystème-là. Totalement. Mais contribuer avant, c'est l'essentiel. Ok, top. On arrive un peu à la fin de notre podcast. C'était vraiment cool. Avant de nous laisser, est-ce que tu aurais peut-être 1 ou 2 conseils que tu aimerais donner aux jeunes, aux étudiants, aux gens qui ont envie de rejoindre Cryptosphère, aux gens qui ont envie de créer peut-être le concurrent de Cryptosphère qui va vous pousser, je sais pas. Il n'y aura pas de concurrent. Non. Y a pas, en fait, même notre objectif, c'est pas d'avoir de concurrent quoi, c'est juste d'être tous ensemble, tu vois. Totalement. Nous ça fait depuis 2017 que ça existe, l'infra elle est en place, donc l'idée c'est de fédérer tout le monde. Oui, d'accord. Donc déjà, je dirais aux étudiants qui ont envie de se mettre dans ce réseau-là, qui sont dans des écoles qui n'ont pas assez majeures, blockchain, finance, ou juste qui veulent rejoindre d'autres étudiants passionnés, rejoignez Cryptosphère ou montez une antenne. C'est la première chose. Ensuite, entreprenez. Parce que comme on l'a dit, c'est le meilleur moment pour entreprendre. Tester, itérer, c'est très important. Et surtout, il faut absolument que la mentalité change sur l'écosystème blockchain au niveau des étudiants. Majoritairement, c'est blockchain, investissement. Non. Pensez maintenant écosystème blockchain comme communauté, moyen d'entreprendre, moyen de révolutionner un écosystème, Internet, et peut-être d'apporter sa pierre à l'édifice d'un nouveau truc global. Et pour redire ce que Vitalik disait, construisez des outils, pas des empires. Totalement. Ok, du coup on reste sur ça. C'est magnifique. Parfait. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Et on se revoit pour d'autres occasions. Avec grand plaisir. Allez, ciao. Ciao. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment autour de l'univers passionnant du Web3, des blockchains et des nouvelles technologies. Si tu as aimé ce podcast, je t'invite à le partager autour de toi, tes amis, tes collègues, et surtout à nous donner 5 étoiles, lâcher un like, et n'oublie pas de t'abonner. Sinon, je te donne rendez-vous la semaine prochaine à 12h. En attendant, n'hésite pas à consommer nos Snack Podcasts pour encore mieux comprendre l'univers de la blockchain. Et en attendant, déclenchons l'effet domino. Allez, ciao.